Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et comme à chaque occasion, nous allons à la rencontre d'un personnage. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un homme, professeur d'université. Il a enseigné pendant 20 ans la linguistique et la littérature africaine à l'université de Gand. Il est l'auteur d'un ouvrage de référence sur le Kassala, dont vous allez entendre parler tout au long de cet entretien. Nous recevons donc le professeur Jean Kabouta. Professeur Jean Kabouta, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire connaissance parce que le principe de Conviction, c'est justement d'aller voir l'homme ou la femme qui, je dirais, se cache ou se dissimule derrière le personnage. Je l'ai dit en introduction, vous avez enseigné pendant près de 20 ans la linguistique et la littérature africaine à l'université de Gand. Mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est votre jeunesse. Vous arrivez en Belgique en 1958, vous avez 11 ans, c'est votre premier séjour ici, dans le cadre de l'exposition universelle. Racontez-nous. Je suis donc arrivé en 1958 au sein d'une chorale qui s'appelait Les Troubadours du Roi Baudouin. Et nous avons donc été invités ici pour un séjour de 6 mois qui s'est passé en tournée, en voyage à travers l'Allemagne, la Hollande. Mais essentiellement, nous chantions à l'exposition. Donc on était là presque tous les jours et quand on n'était pas là, on était en déplacement. Et donc ça a été une époque extraordinaire puisque c'était la rencontre avec un autre visage de l'Europe. Ce n'était pas l'Europe telle que nous la connaissions, telle que nous en avions entendu parler en Afrique, qui était le pays des hommes beaux, riches, intelligents. C'était tout simplement des humains. Et là, c'était extrêmement précieux de rencontrer l'homme plutôt que le colonisateur. Alors avec vos yeux d'enfant, vous avez 11 ans à l'époque, faut-il le rappeler. Quand on regarde l'environnement, il faut dire que déjà le contexte semblait déjà un peu tendu entre la métropole et la colonie. Vous étiez insouciant, devrais-je dire, à ce moment-là, vous étiez encore très jeune. Est-ce que, avec le recul, vous avez eu le sentiment d'avoir participé à une page importante de l'histoire de votre pays? J'étais certes très jeune, mais j'étais très sensible à la situation qui régnait en Afrique. Par exemple, dans ma ville natale qui est Kamina, il y avait 2 parties. Il y avait la ville pour les Européens, il y avait la cité pour les Africains, et j'étais très sensible à ça. Les indigènes, comment on les appelait? Les indigènes, oui. Oui. Il y avait une telle différence entre les 2 zones. Les écoles étaient belles en ville, il y avait des piscines, il y avait des magasins très beaux. Je me rappelle que l'on voyait par exemple les petits Belges manger de la crème glacée. Maintenant, c'est devenu banal, mais à l'époque, quand on voyait ces petits qui étaient heureux là et qui léchaient ces crèmes de différentes couleurs, rose, vert, etc., et qu'on n'y avait pas accès, vous n'avez pas idée ce que ça nous faisait. Et donc, il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que, quand même, on commençait à évoquer des noms, comme le Mumba, et je me souviens que j'ai eu le sentiment que quelque chose allait se passer, que c'était bon, que c'était juste. Cela dit, mon voyage en Europe a été tout à fait idyllique, c'était presque un voyage au paradis, d'autant plus que, en ce qui me concerne personnellement, ma situation familiale était difficile, mes parents divorcés, j'étais trimballé de gauche à droite, et là, j'ai passé 6 mois en musique, dans la beauté, et puis on n'allait presque pas à l'école. Vous étiez dans une famille d'accueil. Comment ça s'est passé à ce moment-là, puisque vous avez dû interrompre votre scolarité pendant plusieurs mois? Oui. Comment on rattrape le retard, comme on dit? Oui, on l'a pas tout à fait interrompu parce que, en fait, nous étions logés à Tervuren, on avait aménagé des préfabriqués. Avant les bâtiments qui sont maintenant, il y avait des préfabriqués où on avait accueilli les gens qui venaient d'Afrique. C'est là d'ailleurs que nous logeons avec quelqu'un comme Kalonji Molopwe, avec Nsendoué, etc. Tous ces gens étaient là en même temps. Et nous avions de temps en temps la possibilité d'être accueillis dans des familles. Des familles belges prenaient 1 ou 2 enfants le week-end. Et moi, j'ai eu l'occasion d'être ainsi accueilli par une famille qui s'appelait Derix, famille flamande. Ce sont des Flamands, c'était des gens d'Anvers qui se sont attachés à moi.
Si bien que, après notre retour à la fin de 1958, ils m'ont invité en vacances en 60, et puis ils ont demandé à mes parents de m'occuper de moi, de s'occuper de moi, et donc... ça c'est en 1962, je pense. Non, d'abord c'était en 60. 60, hein, oui, d'accord. juste au lendemain de l'indépendance, le 1er juillet, je me suis embarqué pour Bruxelles, et j'ai fait un séjour de 3-4 mois, je crois, qui était aussi extraordinaire. Et puis c'est en 1962 que je suis venu pour étudier. En fait, ils auraient voulu que je reste en 60, mais ma mère m'attendait à Camina, il fallait quand même aller. Donc c'est ainsi que je suis devenu le fils de Jacques et Joséphine Derrix, et que je suis devenu le frère à leur fille. Ils avaient une fille unique, ils auraient toujours voulu avoir des enfants, et ça ne marchait plus, donc moi je suis devenu le frère à Jeanne, et donc je me suis retrouvé dans une famille structurée, aimante, des gens qui m'ont totalement aimé, à tel point que quelquefois, quand je me regardais dans le miroir, j'étais surpris de voir que j'étais différent, tellement l'amour était fort. Vous avez coupé tout lien avec le pays à l'époque où vous aviez encore des nouvelles de vos parents, de votre famille? Comment tout Non, ça je n'avais pas du tout s'est coupé passé? les liens. J'étais en contact avec ma mère. D'accord. On s'écrivait à l'époque, je savais à peine écrire, mais on échangeait beaucoup. D'ailleurs, c'est à cause de ce lien avec ma mère, principalement, que après 1962, je me suis mis à l'étude du Chiluba, que je ne connaissais pas. Parce que quand je suis allé en Europe, je parlais seulement le Kiswahili. Je venais de Camina. Certes, je comprenais Chiluba, j'avais une connaissance passive, mais étant donné que le principe était que nous, les enfants qui étions nés au Katanga, on parlait Kiswahili, et nos parents, ils parlaient leur langue, qui était Chiluba. Mais je ne parlais pas cette langue. C'est à Bruxelles que j'ai appris à la Vous me tendez la perche, justement, vous parlez de langue, le Chiluba, c'est d'ailleurs la filière que vous allez suivre par la suite, puisque vous choisissez la philologie romane. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez toujours été attiré par la langue? Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Oui, en fait, j'ai fait des études de philologie germanique, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire le néerlandais, l'anglais et l'allemand. Et je dois dire que je me suis intéressé à ces études parce qu'à l'époque, j'étais en quelque sorte obsédé j'étais fasciné par l'Occident. Il fallait aller le plus loin possible en direction de l'Occident, et il n'y avait rien de tel que d'entrer dans ces langues anglo-saxonnes. Je me souviens que nous étudions des textes en vieux néerlandais, etc. Mais une autre motivation était que j'étais bègue. Je bégayais très fort, et en prenant des langues, j'ai eu le sentiment où je croyais que j'allais pouvoir me guérir de ça. Une forme de thérapie, au fond. Oui, évidemment, c'est pas ça qui m'a guéri. Je me suis guéri avec d'autres techniques. Mais vous avez en tout cas enseigné pendant de longues années, le néerlandais, l'anglais. Oui, c'est ça que j'ai enseigné principalement à l'école secondaire. Est-ce que ce n'était pas paradoxal ou surprenant de voir un homme de couleur enseigner ces langues germaniques devant, on va dire, les jeunes écoliers, au fond? Comment c'était vécu? C'était tout à fait surprenant. Ouais. D'ailleurs, les élèves qui ne me connaissaient pas au début, ils aimaient me poser des cols. Par exemple, l'une dont je me souviens, c'était Monsieur, comment dit-on anticonstitutionnellement en néerlandais, hein? Alors qu'en néerlandais, c'est beaucoup plus court que ça. Et donc, il me testait ainsi. Mais alors, j'aimais beaucoup cette situation où je faisais des choses absolument inattendues. Mais, somme toute, pour moi, l'anglais ou le français ou le néerlandais, c'était des langues étrangères. Elles étaient toutes aussi difficiles les unes que les autres. Et donc, il était tout à fait évident que ce qu'un humain faisait, un autre humain pouvait parfaitement le faire. Et pour moi, c'était un défi. J'ai été un jeune homme de défi. Toute ma vie, finalement, a été une vie de défi. La preuve, c'est que vous passez de la philologie germanique à la philologie africaine. Oui, c'est cela. Puis, je fais un voyage en Afrique, au Congo, en 1980. C'est votre premier retour après? Oui, après, c'est ça. Disons, j'étais allé en vacances une fois, très tôt, donc c'était après 16 ans à peu près. Okay. Et je rentre à Kinshasa.
Et je suis accueilli par ma famille qui me dit, qui m'apprend que, ayant vécu longtemps à l'étranger, je suis devenu sauvage. Étant devenu sauvage, je ne sais plus qui je suis. Et il est donc impérieux de me rappeler qui je suis, de me rappeler mon nom, de rétablir les liens. Vous aviez un statut d'acculturé et de déraciné. Mais oui, c'était ça qu'ils exprimaient par cette coupure, et non seulement avec la culture, mais aussi avec soi-même. Et donc, ils ont fait venir des poètes pour me dire qui je suis. Et ces poètes sont en fait venus chanter le Kassala, et c'est à travers le Kassala que j'ai redécouvert l'Afrique, que j'ai reçu cette fierté. Je me suis rendu compte que nous n'avions pas que du diamant et de l'or à offrir au monde, que nous avions autre chose. Donc, en tout cas, c'est une expérience qui vous a particulièrement marqué, puisqu'elle m'a bouleversé. Depuis 35 ans, vous êtes vraiment habité par le Kassala. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage que vous avez présenté au Salon du Livre, votre dernier ouvrage qui s'intitule Le Kassala, une école de l'émerveillement. Si vous deviez, au fond, en quelques mots, nous décrire ce qu'est le Kassala, et pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est l'art de la célébration de la vie. C'est l'art de dire les bonnes nouvelles concernant la personne, concernant la vie. C'est l'art de s'émerveiller. C'est l'art de dire la beauté de l'être, de dire sa force. Je dirais que c'est l'art de cultiver les fleurs plutôt que de passer son temps à arracher les mauvaises herbes. C'est cela le Kassala tel que je le pratique et tel que je le rends accessible au monde. Et tel que j'arrive à accueillir des Belges, des Canadiens, des Flamands. Là j'ai l'air de faire la différence entre Belges et Flamands. Je veux dire des francophones et etc. Des Indiens, des Arabes. Je reviens du Maroc, là par exemple, on a fait des ateliers formidables. C'est-à-dire c'est un lien, c'est ce lieu, cet espace de lien. C'est l'art du lien, lien avec l'autre, lien avec l'environnement, lien avec la vie, lien avec soi-même. Est-ce que c'est une manière aussi de révéler la vérité qui se cache chez l'autre, d'une certaine manière? C'est l'art de le percevoir. On n'est pas loin de la maïeutique obstétrique, mais bien entendu... ça ressemble étrangement à la maïeutique socratique. Bien entendu, c'est la révélation de l'être. Et quand on pratique le Kassala, là nous nous livrons à un exercice difficile en essayant de dire ce que c'est. En fait, il faut l'entendre, il faut le vivre. Et à ce moment-là, on le saisit directement. C'est donc cette chose particulière que l'Afrique a à offrir au monde, de cette pensée singulière qui permet d'aller au cœur de l'homme, de révéler l'être, d'aller chercher les richesses enfouies en lui et de le révéler à la communauté, de les révéler à la personne elle-même, puisqu'on ne sait pas toujours ce qui est présent en soi. Tout à fait. Et le Kassala, c'est cela, et ça explique sans doute ce succès qu'il remporte à travers le continent. Alors, vous dites que le Kassala incarne des valeurs humaines fondamentales telles que la solidarité, la générosité, la gratitude, le courage. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, en 2015, que ce sont des valeurs qui tendent à se perdre dans un monde où les incertitudes sont plus importantes que le reste? Bref, est-ce que votre regard sur ce qui se passe autour de vous n'en est pas davantage, je dirais, atténué, ou voilà, votre regard? Il faut dire que le Kassala est le véhicule par excellence de l'Ubuntu, c'est-à-dire l'art d'être humain. Et être humain, c'est chaque jour être plus humain que la veille. C'est un travail difficile, c'est un travail qui demande une incarnation de tout instant. Bien entendu, nous vivons dans un monde difficile, mais je ne crois pas qu'il soit plus difficile aujourd'hui qu'hier. Je crois que la vie est faite d'écueils, elle est faite de défis à relever constamment. Il y a d'ailleurs un joli proverbe Luba qui dit
Panoa, Pam, Pasang, Anapakola. Donc, nous avons trouvé des difficultés et nous les laisserons. Mais l'idée, au fond, c'est de ne pas éluder la souffrance. L'idée, c'est de faire de la souffrance un tremplin. De faire en sorte qu'elle nous projette au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça que fait le Kassala. Et c'est comme ça que le cassaleur, comme on l'appelle au Québec, les Québécois sont très très inventifs pour cela. Ils parlent de cassaleur, cassaleuse, le verbe cassaler, etc. C'est ça la posture que le pratiquant du kassala adopte dans la vie. Il est présent, il agit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons comme devise pour l'association Kassala, l'ONG Kassala que nous avons créée à Kinshasa, de la poésie à l'action. Vous voyez? Et donc, on ne se contente pas à faire des louanges, mais on est dans l'action aussi. On a ainsi développé le Kassala aussi comme un outil de développement. Mais un outil de développement inspiré par l'Afrique. Alors, précisément, professeur, vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur l'oralité, ce qui montre bien votre ancrage pour ce domaine. Vous avez écrit plusieurs livres. J'ai rappelé le titre de votre dernier ouvrage, le Kassala. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir atteint votre but? Je m'explique. On vit dans un monde où, effectivement, de plus en plus, les gens perdent leurs repères. Certains veulent se réfugier dans les valeurs qui sont les leurs, parce qu'il y a un sentiment de déracinement. Est-ce que l'on peut considérer le Kassala comme une manière, au fond, de se réapproprier sa propre histoire, de la partager et de la célébrer? D'abord, je dirais que je n'ai pas atteint mon but, et je n'atteindrai jamais. Ce qui est important, c'est que je suis en chemin. La vie pour moi consiste à marcher, et quelquefois à s'arrêter pour que mon âme me rejoigne. Et le Kassala est précisément ce moment où l'on s'arrête, où l'on se reconstitue, où l'on reprend des forces pour continuer, aller toujours vers l'horizon. Et puis quand on arrive à un moment donné, de nouvelles perspectives apparaissent, et ainsi de suite. Et donc, être dans le Kassala, vivre le Kassala, c'est une philosophie. C'est une manière d'être au monde, c'est une posture. Et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile. Parce que ça demande une cohérence de chaque instant. Et ce à quoi on est invité, c'est à devenir un livre que même un analphabète peut lire. C'est-à-dire être à tel point dans la cohérence que le corps dit se comporte. Et c'est je pense, une démarche particulière que l'Afrique, disons, d'inspiration africaine, et qui permet alors à l'homme d'Afrique de contribuer à la construction de l'humanité, à la construction de l'homme. Et précisément, est-ce que le Kassala peut être, au fond, considéré comme un outil de promotion du développement et de la paix, par exemple? Est-ce que, en la confrontant à la réalité, on peut l'utiliser comme une philosophie de la vie susceptible de résoudre certains problèmes? Parfaitement, dans la mesure où je me révèle, dans la mesure où vous vous révélez, nous avons l'occasion de nous connaître dans ce que nous avons de meilleur. Et dans ces conditions-là, il n'est plus possible de développer des préjugés. Il n'est plus possible. C'est-à-dire, on se saisit, on se perçoit et on se rencontre. C'est ainsi que le Kassala est pratiqué, est utilisé, ici en Belgique par exemple, dans des centres d'intégration où des gens qui viennent de partout se rencontrent. Et à travers le Kassala, ils ont l'occasion de mieux se connaître, c'est-à-dire de mieux vivre ensemble, de mieux être ensemble. Je travaille en ce moment sur un projet de lutte contre les préjugés qu'on a commencé à Bruxelles et qu'on a continué au Maroc, à Oujda, d'où je viens. Eh bien, on se rend compte qu'on peut conjuguer récit de vie, récit migratoire et Kassala
pour amener l'homme à l'expression de cette authenticité qui est telle que lorsque l'autre les découvre, il n'a pas d'autre choix. Ça l'appelle à la tolérance et au respect des différences. Mais finalement. puisque on s'exerce même à faire la louange de celui qu'on n'aime pas, de reconnaître chez l'ennemi, entre guillemets, ce qu'il a comme force, ce qu'il a comme qualité. Vous voyez? C'est-à-dire que le Kassala est un véhicule par excellence de la paix. Et lorsqu'on le pratique, on se sent effectivement en paix puisque on se rencontre et on rencontre l'autre. Et donc, nous sommes là devant une philosophie de vie. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est nouvelle, en tout cas, un joyau que l'Afrique nous offre. Alors, professeur, nous arrivons au terme de notre échange. Vous avez des projets, j'imagine. Est-ce que vous pourriez nous en parler brièvement? J'ai beaucoup de projets. Je suis moi-même projet. Mais je peux dire que le projet vivant à l'heure actuelle, c'est la diffusion du Kassala à travers le monde. C'est la raison pour laquelle nous le pratiquons en Europe, en France, en Suisse. Je suis en partance pour la Suisse. Et puis en Afrique même, et maintenant en Amérique du Nord. Je suis au Québec maintenant depuis 3 ans, où je suis entouré de cassaleurs et de cassaleuses de génie. C'est extraordinaire. Ces gens-là, ils font entrer le Kassala dans leur vie quotidienne, quand ils ont des deuils, quand ils ont des mariages, quand ils ont des anniversaires. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Floride, où je vais retourner justement pour faire les ateliers de Kassala. Donc ça, c'est un projet fondamental. Et à travers ce projet, moi, dans cette phase de ma vie, je ne dis pas la dernière, dans la phase de ma vie où je suis maintenant, je me consacre essentiellement à la formation d'animateurs. Et puis, sur place à Kinshasa, j'ai construit un centre qui s'appelle Kassala, un centre de culture et de développement communautaire qui est basé sur l'application des principes de Kassala. Et nous avons commencé il y a 2 ans une petite école pour que la pensée Kassala puisse être communiquée aux enfants dès le bas âge. Et nous espérons développer cette école pour arriver à une nouvelle génération qui a commencé... J'ai une toute dernière question, professeur. Est-ce que le Kassala aujourd'hui peut être un outil permettant de transcender les clivages à la fois idéologiques, culturels, ethniques, tribaux, etc. C'est la raison pour laquelle, d'emblée, j'ai essayé, dès que j'ai découvert le Kassala, dès que j'en ai compris la puissance, j'ai essayé de lui donner un caractère transculturel. Il est vrai que quand on entend ce type de texte en Afrique, le débit est tellement rapide, et puis il y a un vocabulaire particulier qui est utilisé. On ne peut pas imaginer qu'une telle littérature puisse s'appliquer dans une autre langue. Or, ce que j'ai fait, c'est analyser en profondeur cette littérature, et puis me rendre compte que finalement, c'est fortement structuré. Et puis, avec ça, voir comment, alors, on peut faire des kassalas en français, en arabe, en chinois. Et aujourd'hui, j'ai entendu des kassalas dans toutes les langues possibles. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, appartient à l'humanité. Eh bien, ce sera le mot de la fin, professeur. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Mboté. Nous allons kassaler grâce à vous. Et nous espérons vous revoir très prochainement sur le plateau de Radio Mboté. Merci infiniment. Je vous remercie.